Mesdames et messieurs, Elvis Presley. Il était unique. Personne n'a jamais autant révolutionné le monde musical avec sa voix et ses mouvements des hanches. Il était très populaire. Peu importait que sa guitare sonne faux, c'est lui qui faisait le spectacle. J'ai vu ses premiers spectacles. Pourtant, ma mère était scandalisée par Elvis le Pelvis à l'époque. Aujourd'hui, elle l'adore. Je le trouvais fantastique. Il apportait du nouveau. Je l'avais vu à la télévision et je me disais, pourquoi les gens ont peur de ce type? Il m'a tout de suite plu. Je n'avais que 5 ans, mais mes hormones commençaient déjà à travailler. Elvis Presley en direct à la télévision. Le blanc le plus obscur et le plus dangereux jamais passé à la télé. Quand on parle de la période télé d'Elvis, on parle souvent de l'Ed Sullivan Show. Mais l'apparition d'Elvis à la télé remonte en fait à 1 an et demi avant ce show mémorable. Fin 1954, Presley commençait à devenir célèbre. Ses interprétations de That's Alright et de Good Rocking Tonight passaient très souvent, mais seulement sur les radios du Sud. En octobre 1954, Elvis put participer au Louisiana Air Ride, une émission de radio qui était réalisée à Shreveport. Alors il paraît que vous avez débuté au Louisiana Air Ride. How did you get your start on the Louisiana Hayride? What brought that all about? I went down there as a J'y ai joué une fois. Quelques semaines plus tard, j'y ai joué une nouvelle fois. Et comme le public a suivi, on m'a offert un contrat. Le Louisiana Air Ride, c'était bien pour Elvis. Il aimait bien jouer dans cette émission. C'était une bonne émission, plus cool que le Grand Ole Opry. Là, il n'était pas aussi intransigeant. Il est devenu très vite populaire au Grand Ole Opry. C'est Sam Phillips qui l'y avait emmené. So Sam told him, he said, well, we're going to the Louisiana Hayride. And it was Sam Phillips who got Elvis on the Louisiana Hayride. J'avais reçu un appel de Pappy Covington. Il disait, « Monsieur Phillips, je veux avoir Elvis pour le Hayride. » Et il a continué. « Vous savez, nous avons lancé Hank Williams, nous avons eu un tel et un tel. » Je lui ai répondu, « Écoutez, Pappy, je sais que vous avez donné leur chance à beaucoup de personnes. Bon, alors, on lui a envoyé Elvis, et je vais vous dire, j'étais inquiet, car si nous échouions à ce challenge qu'était le Louisiana Air Ride, il nous aurait été impossible d'aller plus tard au Grand Ole Opry. On aurait laissé filer l'occasion de le présenter au public. Juste avant qu'Elvis ne monte pour la première fois sur scène à Shreveport, j'ai regardé dans la salle. Elle était comble, vraiment comble. Je suis entré et j'ai trouvé une place derrière un groupe de personnes âgées. Un peu plus loin, il n'y avait que des jeunes, 18-20 ans. J'espérais que ça se passe bien. Je vais vous dire ce qui est alors arrivé.
Elvis est entré sur scène, c'était la première fois. Il devait encore faire ses preuves, et laissez-moi vous dire qu'il était terriblement nerveux. Imaginez. Il est entré, et il a commencé « That's all right, Mama ». Je me disais, il faut que je me lève. Une femme d'environ 65 ans était assise devant moi. Une femme donc plutôt âgée. Eh bien elle s'est levée immédiatement, dès qu'elle a vu Elvis, avant moi. Et alors, toute la salle s'est levée d'un seul bloc. And Elvis Presley tore him up alive. That didn't tell me something. You know, you'd have to get a bigger. Elvis Presley les séduisait tous. C'est ce que j'ai compris très clairement. Ça ne pouvait pas rater. Je n'avais plus rien à faire, sinon passer une bonne soirée. Mon Dieu, c'était comme si la porte du paradis s'ouvrait. Man, you're talking about that was just like heaven opens up and says, "Come on in." They had huge crowds and a lot of squealing, a lot of hollering. He was under a lot of pressure. Il y avait des foules énormes, beaucoup de cris et de bruit. Il subissait beaucoup de pression car il était sollicité de toutes les manières possibles. Il le sollicitait pour un autographe, une photo, ou quelqu'un arrivait avec une caméra. Mais il était toujours capable de sourire, il s'en sortait toujours très bien. Bien sûr, il y avait beaucoup de personnes présentes car il s'agissait d'une de ses premières apparitions. La réaction enthousiaste du public conduisit à un contrat pour Elvis au Hayride pour chanter chaque samedi soir pendant 1 an à compter du 6 novembre 1954. Le Hayride permit la rencontre avec un batteur qui allait devenir un membre très important du groupe de musiciens d'Elvis. Delmer Franks travaillait pour Hayride. Un jour, il me téléphona pour me demander de venir écouter un disque. C'était un disque d'Elvis, Scotty et Bill. C'était 3 garçons, mais ça sonnait comme s'ils étaient 7. Il m'a demandé, je les invite? Il s'est beaucoup produit ici dans le coin. J'ai dit, vas-y, ça me paraît bon. Quand il est venu, j'ai voulu parler de notre répertoire, seulement That's All Right Mama était de lui. Le reste, c'était des reprises. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans le groupe. Il y avait un congrès d'exploitants de jukebox et j'y étais aussi. Léo m'a téléphoné, il m'a dit qu'il était allé à Shreveport, à un enregistrement du Hayride, et qu'il avait vu un gamin jouer. Il a dit, je ne sais pas s'il vendra des disques, mais le public réagit d'une manière incroyable. Ils l'ont surnommé le chat, ce jeune chat qui allait rendre le public dingue. Le Hayride était un bon endroit pour Elvis. Al Canter, le réalisateur de Loving You, y est venu. Et quand on regarde Loving You, on se dit que la manière dont Elvis travaillait est la même au Hayride. J'étais en route pour Shreveport où je me rendais pour accompagner Elvis à son concert d'adieu au Louisiana Hayride. C'était là la vraie raison pour laquelle j'allais à Memphis. Pas seulement pour rencontrer Elvis, mais surtout pour le voir en action et en apprendre le plus possible sur ses méthodes. Une des choses qui m'a le plus impressionné fut notre arrivée en Cadillac, que des milliers d'enfants ont évidemment reconnu comme la voiture d'Elvis. Ils se sont jetés sur la voiture. Une petite fille a pris un Kleenex dans son sac. Elle a passé sa main sur la voiture d'Elvis, a mis la poussière sur sa main dans son Kleenex et l'a rangée dans son sac. Elle est partie, souriant comme si elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Je n'en revenais pas. Le soir du concert fut plein d'autres révélations pour moi. Je n'avais jamais vu autant de flashs de ma vie. La salle était comble et le public faisait tellement de bruit qu'on ne pouvait pas entendre ce qu'il chantait.
Tôt le lendemain matin, nous avons été réveillés, Elvis et moi, vers 7h30, par des hordes d'enfants qui hurlaient le nom d'Elvis. Alors il ouvrit les fenêtres de sa chambre d'hôtel et pria à la foule des fans de se calmer. Il dit qu'il voulait dormir et qu'il les verrait plus tard. Et tous se sont arrêtés. C'était surprenant, incroyable de voir ce contrôle tranquille qu'il avait sur les gens. Ce fut pour moi un événement spectaculaire que j'ai essayé de retranscrire dans mon film. Le 5 mars 1955, alors qu'il avait encore un contrat à la radio, Elvis se produisit à la télé au Louisiana Air Ride. Ça n'a été diffusé qu'à Shreveport, mais cela marquait son début officiel à la télé. En août de cette année-là, il signa un autre contrat et le colonel Parker devint son impresario. Parker poussa Elvis à quitter Sun Records et à intégrer RCA. Parker s'arrangeait pour qu'Elvis fasse plus de shows à la télé. J'ai demandé à Parker, c'est grâce à vous qu'Elvis est au Hayride? Il a dit non, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à moi qu'il en est parti. Jimmy et Tommy Dorsey, les frères du monde musical, étaient très éminents à l'époque du swing. Au milieu des années 50, ils avaient une émission de télévision, Stage Show, qui était diffusée dans tout le pays. Le colonel arrangea pour Elvis 6 apparitions dans cette émission, ce qui le fit connaître dans tout le pays. La première fois, on ne l'a pas vu chez Sullivan, mais chez les Dorsey. Le reste de l'Amérique pouvait enfin voir ce jeune chanteur révolutionnaire. C'est intéressant si on pense à tout ce qu'il y avait d'autre à la télé. En zappant, on voyait Perry Como ou un jongleur. Et brusquement, Elvis. Peter Guralnick a même dit que quand Elvis montait sur la scène d'un des Dorsey Show, il faisait l'effet d'un boulet de canon. Il avait le même impact. Bien sûr qu'on avait peur. Une bande de pecnos du Tennessee et de Louisiane qui n'avaient jamais été dans une grande ville et qui allaient à New York pour un show télévisé. On trouvait ça terrifiant. Mais on y est allé, on y a chanté nos chansons. Ça s'est bien passé. On a fait 6 spectacles. Je suis un des rares à avoir vu le premier spectacle télévisé d'Elvis. C'était dans le show de Tommy et Jimmy Dorsey, une émission d'été. Elvis avec Bill Black à la basse, DJ Fontana à la batterie et Scotty Moore qui jouait si bien de la guitare. Sa première chanson à la télé a été « Shake, Rattle and Roll ». Ça sonnait un peu faux, mais personne ne trouvait ça grave. Mesdames et messieurs, Elvis Presley. La première fois que je l'ai vu à la télévision, c'était dans le show des frères Dorsey. Je trouvais que le son aurait pu être meilleur, car j'étais habitué à celui de Scotty et Bill. Je l'ai trouvé sensationnel. Ça ne faisait rien que les guitares sonnent faux. Le show reposait sur Elvis. On sentait le rythme, c'était du vrai rock'n'roll. Ma mère criait « Raymond, viens regarder, tu aimes ce genre de truc !» J'entrais en courant dans le salon et il était là. Elvis Presley en direct à la télé. Le blanc le plus obscur et le plus dangereux jamais passé à la télé, selon certains.
Il portait un costume crème, enfin, semblait-il à la télé qui était en noir et blanc à l'époque, et une chemise foncée, une cravate claire et des chaussures en daim bleu. Cet instant a déterminé tout mon avenir. Voilà ce que je veux. Les Blancs peuvent aussi faire du rock'n'roll. L'Amérique réagissait très diversement. Elvis, le chanteur blanc, fut accusé d'imiter les chanteurs noirs. Jusque-là, on n'avait que Little Richard, Fats Domino et Chuck Berry. C'était la première fois que je voyais un blanc faire du rock'n'roll. Et je me suis dit, je vais en faire autant. Et ça a changé ma vie. Après son succès dans les shows des Dorsey, d'autres voulaient aussi avoir Elvis. Milton Berle était très populaire à la télé dans les années 50. On l'appelait aussi Monsieur Télévision. Le 3 avril 1956, une semaine après sa dernière apparition chez les Dorsey, Elvis se produisit au Milton Berle Show. Le show était souvent enregistré en studio avec un public plus âgé. Mais cette émission fut enregistrée sur le USS Hancock à San Diego. Ce soir, le Milton Berle Show, avec le concours de la marine, va vous offrir une soirée pleine d'étoiles. Voici les hommes du USS Hancock et leurs familles. C'est donc à eux, à leurs collègues en mer et à tous les hommes de la marine des États-Unis que nous dédions le show de ce soir. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir quelque chose de sensationnel. Pour la première fois, le Hancock danse le rock'n'roll tout en restant à l'ancre. Et nous avons ici un jeune homme devenu très populaire ces derniers temps. Ses disques se vendent comme des petits pains. Il fait sensation, un nouveau talent de RCA. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Elvis Presley. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street. Comme c'était une émission comique, Elvis fit un sketch drôle avec Uncle Milty. Merci, merci. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. Il est pour la première fois à la télé. Je veux vous présenter à mon frère jumeau, Melvin Presley. Melvin? C'est à moi. Salut les amis de la radio. Bah, on est à la télévision, Melvin. Milton ou Melvin? Melvin. Oh, tu as sûrement un autre frère. C'est quoi la télévision? Une petite boîte. Ouais. Avec une fenêtre. Ouais. Des millions de gens la regardent. Ils te voient, mais toi tu les vois pas. Oh, sale voyeur. Elvis, tu es formidable. Continuez à acheter ces disques. C'est super. Elvis a besoin d'argent. Et je suis très fier d'être ici sur ce navire, le Oceancock. Et Oceancock? Oui, Oceancock. C'est marqué sur le bateau. U-S-S-H-A-N-C-O-C-K. Je sais appeler. Non, mais c'est vrai. Non, c'est USS Hancock, Melvin. Achetez ces disques. Je suis très fier de toi, Elvis. Non, je te dois tout. Oui, c'est vrai.
Tu m'as tout appris. C'est sympa que tu dises ça. Ce style de chant, il le tient de moi, vous savez. Autrefois, je mettais des sauterelles dans sa culotte et ça le faisait sauter. Demandez aux sauterelles. Continuez à acheter ces disques, faites-le pour nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On chante. Bien, alors on fait Blue Suede Shoes, mi-semelle. Allez, allons-y. Berle et Presley étaient magiques en duo. Un Américain sur 4 a vu ce show, plus de 40 millions de personnes. Cela conduisit à un autre spectacle retentissant, cette fois au studio ABC. Eh, que font les Ritz Brothers ici? On doit faire la queue pour les autographes. Je m'en fous. Je suis Elvis Presley. Elvis Presley? À l'époque de Rudy Vallee, c'était plus marrant. Allez, chante ton tube. Il avait un impact formidable juste par sa présence, la manière dont il se produisait, ses mouvements. En particulier quand il a chanté Hound Dog chez Milton Berle. Les gens n'avaient encore jamais vu quelqu'un se mouvoir comme ça. C'était comme s'il secouait le monde en même temps qu'il s'agitait sur scène. Je ne sais pas pourquoi vous criez. La façon qu'elles ont de battre des paupières, ces filles. Ah, je tiens à vous dire que ce rythme que vous avez avec vos pieds est vraiment sensationnel. Laissez-moi vous poser une question. Elvis, si je fais la même chose que vous, pensez-vous que je pourrais avoir toutes les filles que vous avez? Eh ben, ça vous aidera peut-être pas à avoir les filles, mais à votre âge, ce sera bon pour votre circulation sanguine. Ah oui, à mon âge. Vous me faites passer pour une vieille voiture, bonne pour la casse. Mon châssis est peut-être à la traîne, mais mon moteur est toujours plein d'énergie, je vous l'assure. Que faites-vous pour vos cheveux? Qu'utilisez-vous? Pomme. Pomme? Ah, pas de publicité. Vous comprenez, comment puis-je faire pour que toutes les filles hurlent pour moi comme ça? Monsieur Berle, je ne pense pas que vous aimerez. Ah, comment ça, j'aimerais pas? Je n'apprécie pas. Toutes ces filles hurlant, arrachant mes vêtements, cherchant sans cesse à me toucher, à m'embrasser. J'apprécie pas ça. Vraiment? Oh, quelqu'un a dû lui marcher sur la tête avec ses Blue Suede Shoes. Non, mais vous rigolez. Non, j'aime pas ça. Je vais vous dire, je préfère les filles un peu plus réservées. Quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui va me calmer, me reposer. Vous comprenez? Oui, vous ne voulez pas une fille, vous voulez un Milton. Sérieusement, monsieur Berle, je vais vous dire. Je voudrais quelqu'un comme Debra Paget. Je ne vous entends pas, je suis juste à côté de vous. Et je ne vous entends pas. Oh, j'adore ce type. Quelqu'un comme Debra Paget. Ah, vous aimez ce type de fille? Elle est vraiment géniale. Ah, je sais qu'elle est géniale. Mais Debra Paget, Elvis, elle n'est pas dans votre catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Restez au Heartbreak Hotel et n'essayez pas le Waldorf. Vous voyez ce que je veux dire? Elvis, elle ne sortira jamais avec un type comme vous. Je veux dire, elle est trop sophistiquée. Elle est vraiment très bien. Et plus encore, une très belle femme, vraiment. Et je vais vous le prouver. Elle est trop sophistiquée pour vous. Debra, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Debra Paget, je vous présente Elvis. Alors, comment vous vous sentez maintenant? Hein?
Waouh, cool. Vous voyez, elle l'a embrassé et lui, il est cool. Ce show fut un énorme succès. Mais Elvis reçut une tempête de critiques sur ses mouvements de hanches sexy. Beaucoup de gens n'aiment sans doute pas ça. J'ai eu une mauvaise publicité, surtout après le Milton Berle Show. Ils démolissent ma façon de bouger sur la scène. Beaucoup la désapprouvent. Bah ça, c'est pas de ma faute. Je tiens pas en place. Ils disent que ça contribue à la délinquance juvénile. Je comprends pas qu'on puisse penser ça. J'essaye juste de mener une vie bien rangée et je veux pas être un mauvais exemple. Si je faisais que chanter, et s'il n'était pas évident que j'en tire beaucoup de plaisir, personne ne viendrait regarder. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Il y a eu des gens qui étaient contre Jésus et qui l'ont tué. On a toujours des gens contre soi. Si tout le monde aimait la même chose, ça ne marcherait pas. Il a dit, on chante, on bouge. On montre ainsi notre amour pour Dieu. Les gens qui chantent à l'église bougent aussi. Pourquoi appeler ça vulgaire? Il ne ferait jamais quelque chose de vulgaire à cause de ses parents. Et aussi parce qu'il aimait les gens. Elvis ne s'était jamais produit dans une émission. Mais il y avait une raison à cela. Le colonel ne voulait pas qu'il se produise à l'American Bandstand. Il aurait gagné $150, incroyable. Pour ce prix, il aurait pu venir 2 ou 3 fois. Mais un présentateur réussit à l'avoir dans l'émission Top 10 Dance Party. Il avait très envie de faire un spectacle de charité pour la fondation Cynthia Milk à Memphis. Il voulait leur faire de la publicité et moi j'essayais de l'avoir dans mon émission. Mais il ne venait jamais. Le colonel ne voulait pas qu'il joue gratuitement, il voulait toujours qu'il soit payé. C'était impossible, nous n'avions pas de budget. Mais comme je connaissais un peu Dewey Phillips et George Klein, Elvis est venu pour parler de la fondation Cynthia Milk. Et c'est devenu une interview très intéressante et très célèbre. Un show est prévu pour le 4 juillet au Westwood Park. Et il faut le savoir, les recettes iront bien entendu à la fondation Cynthia Milk. C'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Et je voudrais dire aussi qu'on va mettre en loterie une bague en diamant. Mes initiales sont inscrites à l'intérieur et il y a 14 diamants dessus. On va mettre cette bague en loterie, puis... Oui, je vois. Donc, le 4 juillet, au Westwood Park, Elvis et son groupe viennent jouer et chanter. Il y aura aussi d'autres artistes. Alors, surveillez les journaux et soyez là à temps pour acheter les billets. Elvis, je sais que tu es très occupé, alors merci d'être venu et d'avoir bien voulu parler. Tu es toujours le bienvenu. Merci. Un grand merci, Elvis Presley. Merci, merci à toi aussi, au revoir. Bye. J'étais nerveux, tout le monde était nerveux. C'était un jour spécial, il y avait une sécurité renforcée. C'était très difficile d'atteindre l'endroit. Il y avait tellement de voitures devant le bâtiment, car à cette époque-là, en 1956, il faut le savoir, Elvis était déjà le grand Elvis. Et il allait devenir encore plus célèbre. Je n'oublierai jamais. Il restera vraiment gravé dans ma mémoire. Dance Party était seulement diffusé à Memphis. Mais les chaînes nationales voudraient-elles encore d'Elvis après l'affaire de Hound Dog? Comme Milton Berle, Steve Allen était aussi un géant de la télévision à l'époque. Il défia les patrons de NBC et veillait à ce qu'Elvis soit invité dans son émission populaire. Mais il créa des troubles en ridiculisant l'image de Presley.
L'émission de Steve Allen que nous avons faite était... Enfin, il n'était pas très content du résultat. Mais il ne voulait pas se disputer avec Steve. Il savait qu'il n'avait pas aimé. Et je ne sais pas s'il n'a jamais pardonné à Steve Allen toute cette situation. Steve avait dit « On va améliorer ton image, etc. » Et vous savez toutes ces idioties que Steve disait. Il avait l'intention de les faire. Mais ça n'a rien eu de positif. Elvis était Elvis, vous savez. Le public a vu ce qui se passait. Et les fans ont trouvé ça assez pitoyable de lui faire un coup comme ça. Mais bon, comme je vous le disais, il ne voulait pas se disputer avec Steve. Alors il disait, on va le faire et puis on s'en remettra. Oh, il rigolait pendant les répétitions. Certains qui l'idolâtrent pensent qu'il a été offensé, mais il était content d'être notre invité. C'est tout. Il était content, justement. J'aimais beaucoup Steve Allen. Il était vraiment très bon, mais il ne comprenait rien à Elvis. C'était un snob sur le plan musical. Pour lui, le rock'n'roll était un caprice de la mode. Et Elvis un caprice de la mode des jeunes. Je sais qu'Elvis a détesté ce numéro avec le chien et Hound Dog. Mais il était quand même beau en smoking. Elvis en costume, ça allait encore. Mais l'idée de Steve de faire une autre version de Hound Dog, c'était autre chose. Je me produisais chez Steve Allen. J'ai dû mettre un smoking et rester immobile. C'est-à-dire qu'il fallait que je reste sans bouger. Je devais chanter devant un chien. Donc je chante et le chien me regarde, l'air de dire « Tu m'insultes ou quoi ?» Alors qu'Elvis doit faire face à la controverse qui a suivi sa performance très sexy de Hound Dog dans l'émission de Berle, il apparaît dans celle de Hi Garner le même soir que sa très médiatique apparition chez Steve Allen. Allô? Alors c'était bien chez Steve Allen? Oui, c'était bien, vraiment. Et pour la première fois en smoking? Pour la première fois en costume. À quoi tu penses le plus? À tes chansons ou à tes nouveaux projets? À quoi tu penses en général? Tout a été terriblement dur les derniers 18 mois. J'arrive plus à suivre. C'est bien d'avoir parlé avec toi. T'as l'air si sympa. Merci beaucoup. Bonjour au colonel. J'y manquerai pas. Bye bye. Le concurrent de Steve Allen le dimanche soir était Ed Sullivan. Sullivan présentait une émission de variété très populaire. Il dit une fois qu'il ne voudrait jamais recevoir quelqu'un comme Elvis. Mais personne ne pouvait plus ignorer la popularité croissante d'Elvis Presley. Sullivan changea donc d'avis. Quand Elvis a vraiment percé, Sullivan l'a invité. Sûr de son affaire, le colonel a demandé une énorme somme d'argent. Sullivan a dit « Mon budget est limité, il faut faire avec ». Le colonel a répondu « Nous n'irons pas pour si peu d'argent. Appelle tes sponsors et fais ce que tu as à faire. Si tu veux Presley, tu sais ce que ça coûte ». Sullivan est allé négocier. Elvis aurait pu faire le Sullivan Show bien plus tôt, mais toute l'affaire a été terriblement grossie. Les négociations ont pris du temps. Donc quand Presley est enfin venu chez Sullivan, ça a été un événement. Ed Sullivan ne voulait pas être sur scène avec Elvis. Son vœu se réalisa. Peu avant qu'Elvis ne soit son invité, en septembre 1956, Ed eut un accident. J'ai une question à te poser. Je sais que tu es très occupé et que peut-être tu n'es pas au courant, mais sais-tu qu'Ed Sullivan a été blessé dans un accident de voiture l'autre nuit? Oui, je l'ai lu, oui. Et il arrête ses émissions jusqu'au 19 août. Il ne reprendra qu'après. C'est vrai? Ouais, c'est le premier show qu'il sera capable de faire et je pensais que ça t'intéresserait de le savoir. Charles Lawton, la star très distinguée du classique Les Révoltés du Bounty, remplaça Sullivan qui était malade. Grâce à Love Me Tender, Elvis gagna à sa cause beaucoup de gens qui le trouvaient vulgaire au début. Son apparition entraînait un indice d'écoute sans précédent et ouvrait la voie à d'autres artistes. Sullivan. Je l'ai vu pour la première fois chez Ed Sullivan. Il était formidable. Je me suis dit, ce garçon apporte vraiment de la nouveauté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a ouvert un domaine tout à fait nouveau pour nous autres artistes.
Après sa visite chez Sullivan, c'était clair, c'était du vrai rock'n'roll. Quand Elvis passa pour la deuxième fois dans le Sullivan Show, Ed Sullivan était revenu. Elvis était très nerveux quand il faisait les émissions d'Ed Sullivan. C'est une des raisons pour laquelle il voulait rester près des Jordaners, de DJ, de Scotty et de Bill, car il n'était pas très rassuré. Il voulait vraiment se sentir en sécurité avec nous autour de lui. On était juste derrière lui. Il n'y avait qu'un micro au-dessus de la scène, mais ça a suffi pour obtenir un très bon son de nos 5 voix. Maintenant, chaque chanteur a son micro individuel et bien pourtant, jamais un son n'aura été aussi bon que celui qu'on avait dans